Moi, j'ai pas de réponse à ce que vous avez dit. Je n'en sais rien du tout. Moi, ce que ça me donne à penser, c'est que c'est une invitation à changer de paradigme. La décroissance est une invitation vraiment déjà intellectuellement à nous représenter, à prendre acte de ce dont on a commencé à se rendre compte très tardivement, à la fin du XXe siècle, que la nature enfin, en tous les cas, les ressources naturelles sur cette planète sont finies. C'est une vraie révolution. Il s'agit pour nous de passer du monde infini à un monde fini, parce qu'on a fonctionné sur un tout autre logiciel et un autre paradigme. On pensait que les ressources étaient inépuisables et on est encore sur le logiciel d'une croissance indéfinie. Et comment cela est-il possible sur une planète dont les ressources sont finies? Là, il me semble qu'il y a quand même déjà intellectuellement quelque chose à comprendre et à en tirer les conséquences. Pourquoi nous n'en tirons pas des conséquences? Qu'est-ce qui bloque? Enfin, bon, en tous les cas, les gens qu'on a vus là, ils existent, hein, ce ne sont pas des hologrammes, enfin, ils existent, ils travaillent, ils, ils sont déjà demain, quoi. Vandana Shiva, elle dirige d'énormes projets en Inde. Pierre Rabhi, ben, ça fonctionne aussi. C'est bien sûr, c'est pas à très très grande échelle, mais je crois que ce sont des gens qui ne croient plus en un changement par le haut, hein, qui sont en train de faire le changement. Je crois qu'ils ont fait sienne, leur, pardon, la parole de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Est-ce que ça peut se passer de relais politiques? C'est une vraie question. J'en doute aussi, mais en tous les cas, ils sont trop occupés à attendre qu'on change les choses à leur place. Voilà, il me semble. D'un autre côté, me semble-t-il, il y a en sous-entendu des réponses aux questions que l'on peut se poser sur le pourquoi de cette situation. Il y a des lobbies économiques, notamment sur le plan international. Je crois qu'il y a un point dans ce film qui n'a pas été évoqué parce qu'on a évoqué ce qui se passe, notamment dans les pays occidentaux développés. Il faut aller voir du côté du tiers-monde pour comprendre peut-être mieux la situation actuellement dans le tiers-monde. Les politiques du tiers-monde essaient d'imiter l'Occident, c'est-à-dire d'établir le même rapport de domination à la nature. Et comme l'Occident entretient des rapports de force non seulement à l'égard de la nature, mais à l'égard de ces peuples du tiers-monde, dont il continue de piller les richesses, vous imaginez que le véritable problème peut-être se situe à un autre niveau. Mais il faut bien commencer. Effectivement, comme vient de le dire Julien, ces personnes ne sont pas des hologrammes, elles existent réellement. Il y a des personnes qui, à leur niveau, essaient de faire quelque chose, d'apporter une brique, je dirais, à l'édifice. Dans ce travail, il y a peut-être une dimension d'utopie, un principe, espérance, comme dirait Ernst Bloch. Et ce principe espérance-là, il faut que nous puissions le porter. Je crois que ce n'est pas par hasard d'ailleurs que le film, qui est découpé en parties, se termine par un chapitre qui est consacré à l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas seulement un problème individuel, c'est aussi un problème collectif. Ça concerne, je dirais, les générations futures. Voilà ce que je voulais dire, mais je vous laisse la parole. Est-ce que quelqu'un n'a pas aimé le film? C'est dommage qu'il n'est pas parti. En fait, moi, encore une fois, j'ai pas d'études philosophiques ni rien. Juste ce que j'ai dit. C'est pas que j'ai pas aimé le film, mais je suis un peu d'accord avec. Je suis pas politique non plus, mais et je comprends ce que vous dites dans l'éducation, c'est vrai. Mais alors si j'essaie de
de regrouper avec ce qui est le thème de cette année en philo ici, la nature, et si j'essaie de repenser à ce qu'a dit monsieur, avec la politique, et si je pense, où je revois ces enfants, donc cette espérance, je me demande si c'est pas la nature humaine qui n'est pas polluée. Et à ce moment-là, j'excuse l'homme à la fin du film, comme l'a fait hier un peu Malik, mais aussi, voilà, je l'excuse pas, et c'est intéressant, enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont vu le film d'hier, mais hier, sur un film qui était vachement spirituel, on essayait de chercher quelque chose de rationnel, et aujourd'hui, c'est un film hyper rationnel quand même, enfin, c'est assez clair, et il y a quelque chose de spirituel, parce que, enfin, moi, ce que j'en retiens le plus, c'est ce qu'a dit justement l'Indienne, quand elle parle finalement des lois divines et des lois humaines, en fait. Et de cette nature-là polluée, humaine, où moi je me pose des questions. Du coup, cette utopie, elle me fait bizarre. Et il y a une chose aussi que le professeur dit à la fin, auquel moi, quelque chose qui me touche dans ce que je vis aujourd'hui dans notre société, c'est apprendre à apprendre, en fait. Et pas apprendre juste quelque chose, quoi. Mais apprendre à apprendre. Voilà, c'est tout. Je sais pas si... Vandana Shiva est vraiment une disciple de Gandhi. Ce qu'elle dit, si je me souviens bien, c'est qu'il s'agit de désobéir aux lois humaines. C'est la désobéissance civile de Thoreau et qui a été aussi mise en œuvre par Gandhi au nom des lois universelles, des lois de la nature. C'est pas un programme de révolution en fait, c'est quand même un programme d'évolution en suivant les lois de la nature. Il s'agit de tisser un nouveau contrat naturel et qui implique un nouveau contrat entre nous, entre les hommes. Bien sûr, ça nous renvoie à la question éternelle, est-ce qu'il faut changer la société pour changer l'individu, ou est-ce qu'il faut changer les individus, voilà, d'où ça va venir, d'en bas ou d'en haut. Les deux, mon capitaine, il me semble. Et en tous les cas, là, on a des gens qui font société autrement, en faisant société avec la nature autrement. Il me semble que vraiment le modèle, il est à haut de niveau, et c'est vrai que l'un ne peut pas, il me semble, aller sans l'autre. Avec toute cette idée d'économie participative, de démocratie participative. Là, on n'en parle pas, mais il y a aussi beaucoup autour de la sociocratie, où vraiment ils expérimentent des façons de prendre des décisions communes, non pas simplement sur le modèle de la majorité qui imposerait à la minorité, mais vraiment d'arriver par la discussion et par des procédés tout à fait pratiques de délibération commune, d'arriver à un consensus commun où on va amender chacune des propositions pour arriver à ce que chacun se reconnaisse dans la proposition. Voilà, c'est une utopie en marche quand même. C'est plus que des doux rêveurs, il me semble. Ces gens-là, faites attention, ils sont dangereux, ils vont vous donner des bonnes idées en fait. Peut-être même dans ces tentatives, je dirais, de démocratie, comme celle de l'Inde par exemple, peut-être même y a-t-il une manière de renouer avec, je dirais, la politique au sens antique du mot. Parce que la politique, par exemple, chez Aristote, est la science suprême, en ce sens que toutes les autres sciences se subordonnent à elle. Pourquoi ? Bien, parce que la politique, justement, a pour objet la cité. Et la cité ne peut s'incarner que dans l'intérêt général. De ce point de vue, la politique a un rapport direct à la morale, mais une morale supérieure qui n'est pas seulement celle de l'individu, mais celle qui est au fondement même de la vie sociale, au fondement même, je dirais, des solidarités qui rendent possible la vie en commun. Et
cela nous manque terriblement au XXe siècle, pas seulement en France, mais probablement au niveau mondial. Pour la bonne et simple raison que la politique telle qu'elle est pratiquée actuellement est vécue essentiellement comme un moyen de domination. Lorsqu'on a le pouvoir, on cherche à le conserver. Parce que le pouvoir a sa logique propre, c'est une institution. Et en général, même les présidents de la République, lorsqu'ils sont élus, ils n'ont pas véritablement un grand pouvoir d'initiative. Et cela, nous le savons de plus en plus, et eux-mêmes le savent de plus en plus. C'est-à-dire le pouvoir est en train de passer à un autre niveau, notamment à un niveau économique. Je pense qu'à quelques exceptions près, ce film doit être pris comme un réservoir de bonnes idées à appliquer. Bon, je crois que c'est à chacun de faire l'effort soi-même, mais sur les grandes questions, vu la façon dont les lobbies nous gouvernent, prenez une question actuelle, les vaccinations, des choses comme ça, c'est des questions qui sont très très difficiles. Bon, je prends cette question-là parce qu'elle est très médiatisée en ce moment, mais on en a d'innombrables comme ça. C'est des questions sur lesquelles moi je trouve qu'on est de plus en plus démunis en tant que peuple, parce que le pouvoir des lobbies augmente de jour en jour et s'infiltre partout et dans tous les domaines et dans tous les territoires, et on perd complètement la maîtrise. Moi j'ai l'impression que de plus en plus la maîtrise des questions importantes nous échappe, et de plus en plus on est... Alors moi j'ai beau faire très attention à ma consommation énergétique, brûler très peu de bois, ne chauffer qu'une pièce, du bois qui vient de ma commune, ne rouler que pour mes activités professionnelles ou des choses comme ça, et on est nombreux à faire comme ça. Bon. J'ai l'impression que malgré cela, sur des questions essentielles, le pouvoir m'échappe et je ne peux rien faire. Bon, je lutte, je me fais griller beaucoup aussi en luttant d'ailleurs, mais je sens que c'est comme une savonnette qui me glisse entre les mains et c'est de pire en pire. Il me semble qu'un des ressorts de cette domination-là, c'est de nous faire, comment dire, de nous donner cette impression qu'on est isolé, alors que finalement il y a des réseaux de plus en plus, qui ne sont pas forcément visibles. Je me souviens de quelqu'un, Alain Guyard, c'est un philosophe forain qui se balade un peu partout, et qui m'avait fait cette remarque. Il m'a dit: je vais dans un petit endroit et les gens me disent on est isolé, on n'a pas trop, on peut pas faire trop grand chose, mais ils font des trucs quand même au niveau local. Et puis je vais à 30 km et puis je vois encore d'autres gens qui font des trucs super, et je fais encore voilà, et finalement il y a vraiment espoir que tout ça pourrait se connecter assez rapidement, parce qu'il y a des initiatives locales, il y a des gens qui font des trucs super comme on l'a vu là, et je pense que vraiment un des